La route vers Jérusalem est belle, mais une structure hideuse traverse les anciennes collines. Et dépendant à qui vous demandez, c'est un mur, ou une clôture, ou une barrière. Et selon l'endroit où on se situe, c'est soit un mal nécessaire pour protéger l'État juif, ou bien il s'agit d'un mur de séparation construit pour imposer un système inégal qui permet à un côté de prospérer tandis que l'autre stagne. A wall is either built to protect or to separate. Israelis call it a security necessity. Palestinians call it the apartheid wall. Alors quelle version est vraie et pourquoi Israël a construit ce mur? Depuis des années, ce mur est là, serpentant sur 700 km de terre très contestée. La majeure partie ressemble à ceci, une clôture électronique agrémentée de barbelés et de fossés séparant Israéliens et Palestiniens. Mais une partie ressemble aussi à ceci, des dalles de béton de 9 mètres de haut encerclant les grands centres de population comme Jérusalem et Bethléem. Pour la jeune génération, le mur est une réalité profondément ancrée, juste un autre élément de leur quotidien. Ayoub Ali a 35 ans et il était enfant lorsque le mur a été construit. It's tough, man. To live here, my generation, we grew up in the second Intifada, so I was teenager in 2000 when the second Intifada started. I was just 13 years old, so I never dropped from Bethlehem to Jerusalem like what my dad used to do. It's one of my dreams now. Mais pendant les 15 premières années de sa vie, le mur n'existait pas. Et c'est parce qu'il s'agit d'un ajout relativement nouveau à un paysage ancien. Peut-être avez-vous entendu parler du processus de paix arabo-israélien, une belle expression pour désigner les négociations longues et tortueuses qui sont censées mettre fin, une fois pour toutes, à ce conflit. Et dans les années 1990, il semblait que ces négociations aboutissent réellement à quelque chose. Le premier ministre israélien et le président de l'OLP se serraient la main sur la pelouse de la Maison-Blanche, signant des accords censés conduire à l'autonomie et à la sécurité des deux parties. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! Mais cela n'est jamais arrivé. En fait, les choses ont empiré. Aujourd'hui, cette barrière est un rappel visuel de l'amère division entre Israéliens et Palestiniens. Alors comment tout cela a-t-il pu tellement mal tourner? Comment les pourparlers de paix pouvaient-ils se terminer ainsi? De nombreuses personnes des deux côtés ont soutenu les pourparlers de paix. Mais beaucoup ne l'ont pas fait. Certains Palestiniens considèrent les pourparlers de paix comme une trahison. Accepter une solution à deux États signifiait accepter qu'Israël était là pour rester, et que les maisons qu'ils avaient laissées derrière eux en 1948 ou en 1967 avaient véritablement disparu. Les musulmans considèrent aussi la terre d'Israël comme une terre musulmane sacrée, et les terres saintes ne peuvent pas être cédées sans discussion sérieuse entre les autorités religieuses. Mais les gouvernements signataires des accords de paix n'étaient pas des autorités religieuses. Et ainsi, de nombreux musulmans ont rejeté leur autorité de céder n'importe quel morceau de terre. Ironiquement, de nombreux Israéliens ressentaient exactement la même chose. Les accords de paix et l'éventuelle solution à deux États dépendaient de l'abandon par Israël du contrôle de la majeure partie de la Cisjordanie. Mais cette terre faisait partie de l'histoire juive depuis des milliers d'années. Le prophète Josué avait conquis Jéricho il y a 3000 ans. Pourquoi les Juifs ne pourraient-ils pas y vivre? C'était la terre de leurs ancêtres. Les politiciens ne devraient pas pouvoir leur enlever si facilement. Tandis que Rabin et Arafat progressaient dans leurs discussions, les extrémistes faisaient de leur mieux pour faire échouer les accords. Du côté palestinien, le Hamas et le djihad islamique ont envoyé un message clair aux dirigeants palestiniens. Nous n'accepterons jamais votre soi-disant processus de paix. Leur technique préférée? Les attentats suicides. Mais leurs victimes n'étaient pas palestiniennes. Elles étaient israéliennes. Pendant ce temps, Israël était déchiré par les protestations. שמתרפסת בפני האיש הזה. אני אומר לה בשם הציבור הגדול הזה, אנחנו כאן כי לעולם לא ניתן לחלק מחדש את ירושלים. Alors que le nombre de morts augmentait, certains Israéliens ont comparé Rabin à un nazi, affirmant que ses mains étaient ruisselantes de sang juif. Et ils scandaient. En novembre 1995, un extrémiste juif a mis sa menace à exécution. Il se cachait devant un rassemblement pour la paix où le Premier ministre venait de finir de chanter Shir la Shalom, une chanson pour la paix. Peace. Et puis il lui a tiré dessus, à 3 reprises. Rabin est décédé en route vers l'hôpital. Le nombre de morts ne cessait de croître. Au cours des 5 années suivantes, 300 autres Israéliens ont été assassinés dans des attaques terroristes, et en 2000, le processus de paix était mort lui aussi. Pendant les 5 années suivantes, la région a brûlé. Plus d'1 millier d'Israéliens et 5000 Palestiniens ont été tués. Des kamikazes palestiniens ont pris pour cible des civils israéliens alors qu'ils montaient à bord des bus, déjeunaient ou faisaient leurs courses au marché. Pendant ce temps, Tsahal affrontait des organisations terroristes et des émeutiers palestiniens.
Les cibles étaient toujours des dirigeants terroristes, mais des civils sont morts dans les échanges de tirs alors qu'ils participaient aux manifestations. Maintenant, c'est une histoire de géopolitique et pas de psychologie. Mais les traumatismes peuvent jouer un rôle assez important dans les décisions politiques. Et malheureusement, il y a beaucoup de traumatismes au Moyen-Orient. Mars 2002 a été un mois particulièrement traumatisant pour les Israéliens. 12 attentats suicides ont tué 139 Israéliens, mais c'est le 8e de ces attentats à la bombe qui a marqué à vie Israël. Des centaines d'invités, dont des survivants de l'Holocauste, se sont rassemblés pour un seder commun de Pessah au Parc Hôtel. Mais il n'y aura pas de fête ce soir-là. Un kamikaze du Hamas déguisé en femme s'est faufilé devant les services de sécurité et est entré dans la salle à manger avec une valise pleine d'explosifs, tuant 30 personnes et en blessant 140 autres. Certains des pires pogroms de l'histoire juive ont eu lieu à l'occasion de Pâques. Mais ici c'était au sein de l'État juif au XXIe siècle. Il était inconcevable, inimaginable, que des juifs soient encore assassinés alors qu'ils célébraient leur fête dans leur patrie historique. Le gouvernement israélien se devait de faire quelque chose. 2 jours plus tard, Sharon a annoncé l'opération Bouclier défensif. Et Tsahal a réprimé les cellules terroristes en Cisjordanie. Pendant près d'1 mois, les Palestiniens ont vécu sous un couvre-feu strict. Même Yasser Arafat était coincé dans son complexe. Mais l'opération a eu un lourd tribut. 30 soldats israéliens et près de 500 Palestiniens ont été tués au cours des combats. Pendant ce temps, le gouvernement israélien élaborait des plans pour un mur barrière dont le but était d'empêcher les terroristes d'infiltrer Israël. Et cette barrière n'était pas une idée nouvelle. En fait, avant son assassinat, Rabin avait créé une commission chargée d'examiner la possibilité de construire une clôture entre Israéliens et Palestiniens. Et cela pourrait surprendre, mais dans les années 90, c'est la gauche qui a lancé l'idée d'une barrière. Parce que voyez-vous, une clôture implique des frontières, une démarcation entre 2 territoires distincts. Et c'est la gauche qui a défendu une solution à 2 États. La gauche avait préconisé une coopération avec l'autorité palestinienne pour définir les frontières. Mais cela n'intéressait pas le gouvernement de Sharon. Après tout, plus de 100 Israéliens avaient été assassinés en un seul mois. Le ministre de la Défense a insisté sur le fait que la clôture n'était ni politique, ni une frontière, mais une barrière temporaire à des fins de sécurité. Et plus de 2 décennies plus tard, la structure est toujours là. Et ses détracteurs affirment que cela ne peut être que politique. Alors est-ce que ça a marché? Est-ce que les Israéliens sont plus en sécurité? Personne ne peut contester les statistiques. Entre 2000 et 2006, les terroristes de Cisjordanie ont mené plus de 3000 attaques à l'intérieur de la ligne verte, tuant plus de 1600 personnes. Au cours des 15 années suivantes, ce chiffre a chuté de plus de 95%. Mais les chiffres ne disent pas tout. Et sans surprise, chacun a son interprétation de la statistique. En 2006, un leader du djihad islamique a admis à la télévision que la barrière de séparation est un obstacle à la résistance et que si elle n'existait pas, la situation serait complètement différente. Mais les experts en sécurité soulignent que la barrière n'est qu'un élément du renforcement de la sécurité en Israël, y compris celui qui l'a construit. Danny Tirza est l'architecte en chef de la barrière. Et il souligne que tout ce qui concerne la situation sécuritaire en Israël est compliqué. Il est impossible de désigner un seul facteur comme la raison de la réduction du terrorisme. Et comme il le dit, vous ne pouvez pas simplement construire une infrastructure physique sans les activités de sécurité nécessaires à son entretien. En d'autres termes, la barrière ne fonctionne pas d'elle-même. La véritable sécurité nécessite une surveillance, des renseignements militaires exploitables et même une coopération avec l'autre partie. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2005. Après la mort d'Arafat, le nouveau dirigeant de l'autorité palestinienne a accepté de coopérer avec Israël sur les questions de sécurité. Et cela pourrait aussi avoir impacté la réduction des actes terroristes. Mais les critiques du mur rejettent cet argument. Ils prétendent que la sécurité n'est qu'un prétexte, parce que la barrière n'est toujours pas terminée. À certains endroits, elle s'arrête. Et même si depuis le 7 octobre, la sécurité a été renforcée, dans d'autres sections, d'énormes lacunes permettent à des milliers de Palestiniens d'entrer illégalement en Israël chaque jour, souvent sous le regard des soldats et des caméras. Alors si le mur est une question de sécurité, pourquoi Israël permettrait ces lacunes? Eh bien, cela dépend à qui vous demandez. Pour les Palestiniens, la barrière est un accaparement de terre destiné à réduire la taille d'un futur État palestinien. La Cour internationale de justice est d'accord, déclarant la barrière illégale et conçue pour aider à l'annexion des communautés juives de Cisjordanie. Annexion, accaparement de terre, qu'est-ce que ça signifie? Décomposons-les. L'État moderne d'Israël existe depuis 1948. À l'origine, l'ONU avait voté pour qu'il ressemble à ceci. Mais après une guerre longue et sanglante avec la plupart de ses voisins, il en est ressorti ainsi. Et 19 ans plus tard, elle a mené une autre guerre. Et en 6 jours, Israël a obtenu ce résultat. Et ça. Et ça. Et ça. Et ça. Et ça. Ce qui a rendu les choses vraiment compliquées. Parce qu'après 1967, Israël contrôlait la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Plus d'1 million de Palestiniens ont regardé avec horreur et choc les Israéliens affluer vers des terres qu'ils considéraient comme la leur. Pendant ce temps-là, les Israéliens savouraient l'opportunité de pouvoir enfin visiter tous ces lieux saints dont ils avaient été bannis pendant 19 ans. Le mur occidental, la tombe des patriarches, le tombeau de Rachel, autant de sites qui symbolisaient le lien ancien du peuple juif avec sa terre.
La Cisjordanie est le nom que les Jordaniens ont donné à la région. Mais de nombreux Israéliens font référence à la Cisjordanie par son nom biblique, la Judée et Samarie, soulignant le lien juif avec cette terre sacrée. A Bar Ilan University archaeological survey has just found a small but incredible discovery. 2 coins that date back some 2,000 years, discovered in the Binyamin region of the West Bank. Les Israéliens ont commencé à établir des communautés sur des terres qu'ils considéraient comme leur appartenant de droit, aidés par de généreuses donations du gouvernement. Les Israéliens qui vivent en Judée-Samarie se considèrent comme des autochtones revenant après un long exil. Et la plupart des Palestiniens soulignent leur propre lien générationnel avec la terre, se demandant pourquoi ces nouveaux venus juifs devraient avoir le droit de fonder des communautés sur un territoire contesté. Aujourd'hui, près de 500 000 juifs vivent en Cisjordanie et leur nombre ne cesse de croître. Ce qui nous ramène à la barrière. Vous voyez, la majeure partie de la barrière longe les frontières d'avant 67, acceptées par la communauté internationale. Mais dans certains endroits, elle s'étend jusqu'à inclure de grandes communautés juives de Cisjordanie. Les tribunaux israéliens ont bloqué quelques-unes de ces routes élargies. Parce que plus il y a de juifs en Cisjordanie, moins il est probable qu'ils la quittent un jour. Et cela complique la tâche des Palestiniens, qui souhaitent revendiquer ce territoire comme faisant partie de leur futur État. Car selon le président palestinien, pas un seul Israélien ne serait autorisé à vivre dans un État palestinien. Pour la plupart, c'est un jeu binaire. Tout gain israélien est une perte palestinienne, et tout gain palestinien est une perte israélienne. Et c'est cette mentalité qui a conduit certains leaders de la communauté juive à insister pour que cette barrière reste inachevée. Parce qu'une fois la barrière achevée, leurs communautés n'auront plus aucun endroit où se développer. Mais la barrière ne pose pas les mêmes problèmes aux communautés juives qu'aux Palestiniens. La barrière isole les communautés et les familles palestiniennes les unes des autres. Les communautés séparées par le mur ont même commencé à développer des accents distincts, comme s'ils vivaient dans des pays différents et non à quelques kilomètres de là. Les agriculteurs qui se promenaient jusqu'à leur olivier doivent désormais demander un permis pour cultiver leurs terres de l'autre côté de la barrière. Mais ne me croyez pas moi, écoutez-les. First of all, we cannot reach Jerusalem. Although Bethlehem near Jerusalem, because it's near Jerusalem, but now we need more time just to go around the separation wall to reach Jerusalem. And of course the Al-Aqsa Mosque, which is very important in our religion. La barrière a transformé un trajet auparavant fluide en un voyage ardu à travers les points de contrôle. The road from Jerusalem to Bethlehem only takes like half an hour, but because of the checkpoints, the walls, it takes me 2 hours a day. En bref, les Palestiniens en Cisjordanie ont une liberté de mouvement limitée. Ils se sentent effectivement piégés derrière une barrière. Un rappel constant et visible qu'aucune des promesses des 75 dernières années ne s'est concrétisée pour eux. Ils envisageaient un Israël vaincu et un État palestinien souverain, mais rien de tout cela n'est arrivé. Et la frustration est mutuelle parce que les Israéliens meurent encore dans des attaques terroristes. 19 Israéliens ont été tués dans des attaques terroristes en 6 semaines en 2022. En mars de la même année, Tsahal a commencé à renforcer les trous dans la barrière, remplaçant les anciennes clôtures par des murs en béton de 9 mètres. Et parfois, il semble que la solution soit plus lointaine que jamais. Mais certains sont plus optimistes que d'autres. Le rabbin Yehuda Cohen vit en Cisjordanie depuis plus de 20 ans, où il travaille avec les Juifs et les Palestiniens pour construire une société plus juste. Et même s'il n'a pas toutes les réponses, il a quelque chose d'au moins tout aussi important, l'espoir. We do have to make peace with the Palestinians. And I would say that as daunting as that might sound, as hard as that might sound, I don't think Jewish-Palestinian peace is any less possible than reviving a dead language back to life and ingathering a broken and scattered people from the four corners of the earth back to the country we had been displaced from 2,000 years earlier, or even fighting the British Empire to free our land. I think all of those objectives were probably a lot more difficult than the challenges we have in front of us today. So if we could do that, we could do this. Et même en Israël, le mur fait débat. Si le mur a grandement renforcé la sécurité des Israéliens, il a aussi rendu la vie plus difficile pour les Palestiniens. Mais une chose est certaine, le mur est devenu un symbole, un rappel visuel de nos divisions et de nos visions différentes pour cette terre que nous partageons.